J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour notre dernière de la saison? En tout cas, très heureux de cette émission avec Maxime Jobin, qui est analyste de risque dans le domaine informatique. Également Hervé Desbois, qui est un auteur d'un polar. Alexandre Goyette, le comédien bien connu, qui est encore le porte-parole cette année du Festival de la bière de Laval, qui aura lieu en juillet prochain. Sarah Maud et sa chronique Photo, la différence entre la photographie et le photomontage. Nicolas Vincent Poirier vient nous exposer les grands films de cet été. Aussi, on a Isabelle Dominique-Cros, notre experte fitness, qui viendra nous donner des conseils pour bien s'entraîner durant la période estivale. Et tout d'abord, Isabelle Plante, qui est esthéticienne, vient nous parler justement à quel âge doit-on commencer à fréquenter les cliniques. Je vous souhaite une excellente émission. Je suis très heureux de l'accueillir parce que, notamment, elle était donc l'esthéticienne de l'année 2021. On va l'aborder dans quelques instants, mais elle brille dans le plus récent magazine Les Nouvelles Esthétiques Spa. D'ailleurs, on peut voir un article qui lui est consacré. C'est notre chroniqueur, justement. C'est Isabelle Plante qui est là. Salut. Salut, Alex. Puis on peut voir d'ailleurs dans ce magazine-là, c'est l'ambassadrice de ta clinique, là. Oui, exactement. Donc, la comédienne et chanteuse Kathleen Fortin, qui est l'image de marque de mon entreprise. Donc, je suis extrêmement fière de ça. Bien, bravo, parce que j'ai pu lire quand même, parcourir un peu l'article, puis on voit à quel point, justement, tu as développé ton expertise. Tu es aussi reconnue dans ton domaine. Alors, c'est pas banal. Puis parlons d'autres esthéticiennes qui sont reconnues dans leur domaine. Il y avait un gala récemment. Exactement. Et puis, début juin. Et justement, il y a une autre jeune femme de la région qui s'est distinguée dans le Grand Laval. En fait, c'est une grande fierté pour nous au Centre de santé Beauté l'Académie parce que l'année passée, j'ai gagné le titre de l'esthéticienne de l'année, mais cette année, la catégorie La Relève est allée à la lauréate Mégane Turgeon, qui est mon acolyte au travail. Elle a gagné le titre de l'esthéticienne de l'année La Relève en 2022, donc on est extrêmement choyés. Et ça a été un gala haut en couleur, un congrès vraiment extraordinaire en fin de semaine. Tu as remis le prix, tu as comme fait la passation des pouvoirs, oui, je pense. J'ai remis la couronne du titre de l'esthéticienne de l'année 2022 à quelqu'un d'autre. Alors, Karine Bonicalzi, je ne sais pas si elle va m'écouter, elle vient de la région d'Outaouais. Ouais. Bonjour, Karine. Ben bon, le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle vient pas de Laval. Ah, ben oui, mais elle a tellement d'autres qualités. Oui, non, mais bref, ça a été vraiment un gala extraordinaire animé par Jean Héroldi. J'ai fait des rencontres extraordinaires comme celle de Madame Henkel. Alors, vraiment, ça a été une fin de semaine vraiment haut en émotion. J'imagine que c'est enrichissant parce que vous allez chercher peut-être un peu des techniques de d'autres. Vous parlez de votre réalité du quotidien en fait, entre esthéticiennes. Oui, exactement. Et c'est vraiment un congrès où toute la crème de la crème des esthéticiennes sont présentes. Crème de la crème. Exactement. Ouais. Alors, ils sont tous des expertes, des passionnés. Ils ont l'amour du métier. Donc, on est entouré de femmes qui nous ressemblent, en fait. Oui, c'est ça. Et j'imagine que c'est donc très bon pour l'avenir. Alors, bravo pour cette jeune fille de chez nous. Mégane, tu l'as nommée? Turgeon. Turgeon. Oui. Alors, salut Mégane. Puis on l'invitera bientôt, pourquoi pas, pour aller souligner son trophée, son excellence. Elle est une bienvenue à cette émission, bien entendu, en plus une Lavalloise duquel on peut être fier. Tu nous parles de cette réalité cette semaine pour la dernière chronique de la saison, entre autres avec l'adolescence, rime avec changement d'hormones, hein, pour les filles, les garçons, bien entendu, souvent l'apparition de poils, des fois qui sont pas désirés à certains endroits. Oui. Et comment aborder le tout? À quel âge, par exemple, doit-on commencer à fréquenter une clinique? Parce que c'est une grosse question. Oui, là. Exactement, et c'est une très bonne question. Donc, il n'y a pas nécessairement d'âge pour commencer l'épilation. En fait, lorsqu'on commence à avoir des désagréments par rapport à nos poils, et ça, c'est vraiment personnel à chacune d'entre eux, d'entre les adolescentes. Donc, il faut vraiment que ça vienne d'elles. Il ne faut pas que le parent ou la maman mette de la pression sur leur adolescente pour se faire épiler, parce que c'est vraiment, il y a des adolescentes que ça leur dérange pas nécessairement d'avoir des poils. Par contre, entre
élèves à l'école, ils se parlent. Il y en a qui vont voir des esthéticiennes. Comme une pression un peu entre elles, des fois. Pression sociale, ouais. exactement. Mais aussi, c'est agréable de ne pas nécessairement avoir de poils. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer l'épilation en tant que telle, mais il y a plusieurs méthodes d'épilation qui existent. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit choisir la bonne méthode selon ce qu'on veut comme résultat. C'est ça, approprié selon ce qui peut-être les choses qui nous mettent confortables. Exactement. Et d'ailleurs, concernant l'épilation au rasoir, tu sais, le bon vieux rasoir qu'on peut acheter, là, tu sais, c'est peut-être la chose la moins chère, la moins dispendieuse, mais est-ce que dans les faits, c'est peut-être la moins efficace aussi? Bien, en fait, le rasoir ne va pas augmenter la pilosité malgré le fait qu'il y a des gens qui pensaient. Il y a deux écoles de pensée. Il y a un mythe, là. Il y a un mythe là-dessus, mais ce n'est pas le rasoir qui va créer le poil. Qu'est-ce qui va créer le poil? C'est le système endocrinien, nos hormones. Donc, dès qu'on a un changement hormonal, on peut avoir une pousse de poil. Donc, on l'a à l'adolescence, on peut l'avoir après une grossesse, on peut l'avoir à la préménopause, à la ménopause. Donc, ce n'est pas une méthode dépilatoire qui va faire en sorte que vous allez avoir des poils. C'est votre système endocrinien, vos hormones qui va faire ça. Ouais. Donc, ceci étant dit, c'est que oui, les adolescentes peuvent aller vers le rasoir pour enlever temporairement leurs poils. Parce que tu insistes sur temporairement, là. Oui. Parce que les crèmes dépilatoires, les rasoirs ou les produits abrasifs vont vraiment couper le poil à la surface de la peau. Donc, le lendemain, on peut ressentir une repousse, on peut ressentir la tige revenir et aussi avoir un effet plus rugueux à la surface de la peau. Donc, on ne va pas vraiment... à la racine. Racine du poil. On ne va pas affecter la racine du poil pour, justement, avoir une diminution considérable. Puis, donc, à ce moment-là, est-ce que c'est des crèmes? Parce qu'il y a des crèmes aussi qui existent. Oui, il y a des crèmes décolorantes. Ça aussi, c'est une autre problématique parce que ça va ouvrir les écailles du poil. Ça va colorer, mais ça va faire grossir et le poil va devenir plus gros, en fait. C'est comme, peut-être un mauvais terme, mais de l'engrais. Genre, exactement. Un peu, là, et quand l'effet de la décoloration est dissipé, eh bien là, le poil reste plus large. Donc, le diamètre est plus grand. Donc, c'est comme un pas d'avant, mais 2 pas de recul. Donc, qu'est-ce qui est préférable si l'adolescente veut vraiment diminuer sa pilosité et elle veut avoir une méthode moins coûteuse? La moins coûteuse, c'est l'épilation à la cire faite par une esthéticienne professionnelle et aussi expérimentée. Ouais. Parce que l'esthéticienne va avoir une technique spécifique pour arracher le poil d'une manière sécuritaire. Moins douloureuse, peut-être. Moins douloureuse aussi. Donc, ça va être beaucoup plus agréable pour votre adolescente. Et aussi, il n'y aura pas de déformation de follicules pileux qui peut risquer de faire des poils incarnés. Okay. Donc, ça, c'est bien important. Gros détail. Et aussi, l'esthéticienne va avoir des recommandations après l'épilation pour éviter aussi de faire des poils incarnés parce qu'il y a des gens qui ont des peaux hyper kératinisées. Donc, ça peut risquer de faire des poils incarnés malgré une bonne technique. Mais si on fait les recommandations à la lettre, il n'y a aucun souci à avoir et votre adolescente va avoir une peau lisse pendant minimum 3 semaines. Quand même. Et avec le temps, il va y avoir une diminution qui va aussi être remarquable. Donc, le poil va être beaucoup moins gros. Aussi, la densité va être beaucoup moins dense, justement. Remarqué, c'est ça. Oui. Il nous reste 30 secondes. Oui. Ça passe très, très vite. Oui. La photoépilation, l'électrolyse également. Oui, donc la photoépilation, on attend. Donc, on attend à l'âge adulte parce que les adolescentes ont des changements hormonaux beaucoup trop évidentes durant l'adolescence. Donc, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Et l'électrolyse, c'est une méthode, la seule méthode définitive qui existe sur le marché encore. Par contre, je préconise plus les petites zones comme les sourcils, les aisselles. Si on veut aller vers des plus grandes zones, je recommande plus la cire au niveau des adolescentes. Okay. Et pour l'épilation définitive, on attend à l'âge adulte. Voilà. Une vingtaine d'années. Bien, c'est parfait. Mais merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Ça me fait plaisir. On se revoit à l'automne avec grand plaisir. Ben oui, avec grand plaisir. C'est déjà terminé la dernière de la saison, mais je te retiens pour rester avec nous la saison prochaine. Je vais rester, Alex, avec grand plaisir. Merci à toi et à bel été. Merci, toi aussi.
Avec, évidemment, des notifications que vous recevez depuis quelques années. Par exemple, vous avez gagné un montant d'argent, vous recevez un courriel aussi, telle personne aux îles Moutmout, par exemple, qui a besoin d'aide pour se sortir de son pays. Évidemment, on est tous un peu en réaction de façon majoritaire en se disant, ben non, ça n'a juste pas de bon sens et ça n'a pas vraiment non plus aucune réalité. Mais il y a quand même encore des gens qui se font avoir, malheureusement. On entend dans l'actualité des tentatives d'hameçonnage qui portent ses fruits, des gens mal intentionnés qui obtiennent des données personnelles. On en parle avec un expert, justement, Maxime Jobin, qui est expert, donc WordPress et cofondateur de Satellite WP, qui est en territoire lavallois. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. D'ailleurs, commençons avec ça. Quel est peut-être le profil des pirates? Quelles sont les motivations de ces pirates-là qui tentent d'utiliser nos données personnelles, de les obtenir? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on parle, par exemple, au niveau des sites web, les pirates, eux, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est d'analyser les sites qui ne sont pas à jour. Puis en regardant les gens qui ne font pas leur mise à jour, bien, ils vont venir un peu déconstruire les patchs de sécurité qui ont été publiés. Puis après ça, bien, regarder quels sites n'ont pas utilisé, n'ont pas fait leur mise à jour. Puis après ça, aller les attaquer dans le but dans divers buts. Les buts peuvent être, par exemple, d'aller obtenir de l'information d'une entreprise en particulier. C'est un petit peu plus rare. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'utilisation des ressources. Donc, l'utilisation des ressources, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, j'ai mon site web qui est hébergé sur un serveur. Si je réussis à gagner un accès sur ce serveur-là, bien, je peux l'utiliser, par exemple, pour faire du spam. OK. Fait qu'il n'y a pas de... en termes d'entreprises qui pourraient être visées, souvent, les gens vont dire, ben moi, j'ai une petite entreprise, je ne suis pas vraiment connu, la cybersécurité, ça ne s'adresse pas vraiment à moi. Au contraire, tout le monde peut être une cible. Puis la raison est que ce sont des robots qui naviguent le web à la recherche de vulnérabilités qui ne sont pas colmatées. Okay. Puis après ça, on utilise ces comptes-là pour soit faire du dommage, aller chercher de l'information. Des données personnelles, par exemple. Ouais. Et parfois, ça, cette invasion sur un site Internet d'une petite PME, par exemple, qu'on va prendre comme ça en exemple sur le territoire lavallois, peut être la porte d'entrée par la suite vers les autres plateformes d'entreprise. J'imagine, s'ils ont un site de transaction en ligne, ont des données personnelles, ont une page Facebook, donc ont d'autres plateformes au nom de leur entreprise. Ça peut être la porte d'entrée pour ces gens qui sont mal intentionnés. Là. Exactement. Donc, c'est là que prend toute l'importance d'avoir un plan pour, prévenir ça, puis, advenant le cas où ça arrive, mais de savoir qu'est-ce qu'on fait puis combien de temps ça prend pour se relever. Puis je t'interromps, mais ça, ces gens-là, c'est plus juste un jeune geek qui est devant son ordinateur chez lui dans un sous-sol... par exemple, dans le quartier, dans Sainte-Rose, là, je veux dire, je dis n'importe quoi, là, mais je veux dire, c'est plus jeune un jeune geek, c'est vraiment des gens qui sont devenus quasiment des industries de ça, qui se sont spécialisées? Bien, il y a eu un temps où est-ce qu'il y avait, il y a plusieurs années de ça, là, où est-ce que c'était plus vu comme un défi, le but de pénétrer, par exemple, dans un système. Aujourd'hui, c'est fait avec des objectifs qui sont commerciaux, donc d'aller faire de l'argent. Business, quasiment. Là. Exactement. Pour soit soutirer de l'argent ou, comme je disais un petit peu plus tôt, d'aller utiliser les ressources pour lancer des attaques ou ce genre de choses-là. OK. Et donc, les conséquences peuvent être larges, peuvent être sur le plan monétaire. Et comment le site web se fait-il pirater là, de façon peut-être plus concrète? Est-ce qu'il y a des exemples que tu peux nous donner? Oui, assurément. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pirates, de manière générale, sont paresseux. Okay. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement regarder, par exemple, j'ai un logiciel quelconque, il y a une mise à jour qui est rendue disponible. Cette mise à jour-là corrige un problème de sécurité. Le pirate va tout simplement regarder qu'est-ce que ça corrige, comment exploiter la faille, puis après ça, aller chercher des gens qui ne sont pas à leur affaire et aller exploiter sur cette faille-là chez ceux qui n'ont pas fait leur mise à jour. Okay. Une fois que ça, c'est fait, bien là, évidemment, le système est compromis. Puis tout dépendamment des motivations du pirate, si c'est juste d'utiliser le serveur, potentiellement, notre site web ne semble pas touché. Jusqu'au jour où notre hébergeur décide, par exemple, de fermer notre site parce qu'on utilise trop de ressources. Puis là, c'est là qu'on s'en rend compte. Il y a d'autres fois où est-ce qu'on va voir des données qui sont volées ou même voir des sites où on va aller changer, là, par exemple, changer la page d'accueil pour autre chose. Mais dans le cadre de la PME de Laval, ça va beaucoup plus être l'utilisation de ressources. Alors, les gens risquent de même pas s'en rendre compte. Okay. Puis une fois qu'ils s'en rendent compte, bien là, tout dépendamment de est-ce que c'est juste l'utilisation de ressources qui a été faite ou si on est allé plus loin, bien, on a des clients, par exemple, qui nous ont déjà contactés qu'ils n'ont juste plus de site.
Donc, parce qu'ils n'ont plus de mot de passe, ne peuvent plus rentrer, ils n'ont plus d'accès. Ils n'ont plus d'accès, le site a été effacé. Puis là, dans ce temps-là, bien, si vous n'avez pas mis en place une stratégie pour revenir opérationnelle, bien là, ça peut être très, très, très problématique. Donc, ça peut coûter des milliers de dollars et prendre beaucoup de temps. On peut avoir des poursuites aussi parce qu'il y a de la part de clients qui se sont vus voler leurs données, puis parce que ces entreprises-là ont été négligentes aussi sur la sécurité. Puis comment limiter les risques, justement, on se fait hacker ou même en prévention de ça, quels sont du moins les recours qu'on a? En fait, la première chose, c'est d'avoir des backups. Ça, on le répétera jamais assez. Donc, on a lancé récemment un outil d'analyse de risque pour les entreprises, un petit questionnaire, même pas 10 questions, ça prend moins de 60 secondes. On ne demande pas de nom, pas de courriel, pas de numéro de téléphone, juste des questions pour essayer d'éveiller un peu chez certains entrepreneurs. La conscience. Exactement, la conscience de est-ce que je suis à risque? OK? Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens nous contactent puis il est trop tard. Là, dans ce temps-là, on se met à patiner, on est en mode urgence, c'est agréable pour personne. Fait que je pense que si on commence par juste se poser des questions puis être capable de répondre avec certitude à est-ce qu'on a, par exemple, des backups? Est-ce que nos backups sont déployés sur un serveur qui est différent de notre site Web? Parce que si notre site Web tombe puis que notre backup est au même endroit, bien, tout tombe. Exact. Est-ce qu'on a déjà pris une copie de notre backup puis on a essayé de restaurer notre site? Parce que des fois, on le voit aussi, il y a des gens qui ont des backups, mais les backups ne sont pas fonctionnels. Donc, quand on arrive pour les restaurer, bien, il n'y a absolument rien qu'on peut faire. Donc, il y a plusieurs petites étapes comme ça. Ensuite, au niveau des mises à jour. Puis le questionnaire fait juste vous aiguiller par rapport à ça. Puis après ça, bien, ça vous permet de voir avec soit votre département informatique interne ou si vous avez une agence ou si vous avez besoin d'un partenaire externe comme nous pour pouvoir assurer la suite. Est-ce que c'est réellement efficace, par exemple, un antivirus? Est-ce que c'est seulement qu'un plaster sur, justement, sur ce qui pourrait survenir? Là? Mais sur les ordinateurs personnels, totalement. Je pense que c'est inévitable. Si on, à moins de vraiment connaître toutes les subtilités, puis il y en a tellement. Ouais. Moi, je recommande vraiment d'avoir un antivirus sur son ordinateur personnel. Au niveau des sites Web, on va plus parler de firewall, donc une espèce de ce qu'on appelle un pare-feu qui va venir bloquer des requêtes qui seraient jugées potentiellement illégitimes par le serveur. Les antivirus, il y en a, mais c'est un peu moins la mode. On y va plus pour bloquer les requêtes, puis après ça, on va faire des scans des comptes pour s'assurer qu'il n'y a pas de fichiers qui ont été modifiés, corrompus, ce genre de choses-là. OK. Ouais. Et il nous reste moins d'une minute, mais si jamais on se rend compte qu'on a été donc justement hacké, on vous appelle, une firme comme vous, j'imagine, c'est le recours, la chose à faire parce que vous avez l'expertise, vous avez toutes les infrastructures également pour pouvoir aller voir tout ce qui aurait pu être... Je dirais, idéalement, ça serait d'y aller en amont. Exactement, de prendre action aujourd'hui par rapport à ça. Puis, malheureusement, si vous êtes victime de piratage, que vous avez un site WordPress, une entreprise comme la nôtre peut vous aider avec ça. Autrement, juste voir avec votre agence Web. Puis ils vont être en mesure de vous aiguiller. Là. Ce sont des professionnels là, qui savent ce qu'ils font à ce niveau-là. Oui. Bien, en tout cas, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Moi, j'ai mon antivirus, au moins la base de mon ordinateur personnel. Alors, je pense que c'est déjà un bon premier pas aussi sur le plan personnel aussi. Maxime Jobin, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça a été très bien vulgarisé. Bien, merci, ça fait plaisir. Comment peut-on passer de fonctionnaire à écrivain et d'auteur à succès, et même aussi d'auteur de chansons d'artistes connus comme Bruno Pelletier et aussi France d'Amour? On va valider tout avec mon invité aujourd'hui qui est M. Hervé Dubois. Bonjour. Bonjour. Comment on passe d'un univers qui n'est peut-être pas tant que ça artistique, à moins que vous allez m'apprendre qu'être fonctionnaire, il y a un côté artistique là-dedans, mais à devenir écrivain et auteur de chansons, c'est quand même pas banal, votre histoire, votre parcours, là. Effectivement, écoutez... Tout part d'une décision. J'ai été fonctionnaire, oui, j'ai fait même bien d'autres métiers avant ça. J'ai même été maçon, j'ai été céramiste, faire de la poterie, j'ai fait toutes sortes de choses comme ça. Mais à un moment donné, il a fallu que je prenne soin de mes filles. J'avais une famille, donc je me dis, soyons sérieux un petit peu. Je m'en allais dire, il fallait devenir riche, il fallait faire de l'argent en devenant artiste. C'est pas en étant fonctionnaire qu'on fait de l'argent, je pense pas. Mais bref, donc j'ai travaillé effectivement 10 ans au gouvernement du Québec. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'avais fait le tour de la question, je voulais faire autre chose. Et puis j'ai toujours été un artiste dans l'âme. Même quand j'étais gamin à l'école, j'écrivais de la poésie. Donc à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est le moment. Puis voilà, j'ai plongé. Un déclic qui s'est fait quelque part. Oui. Il y en a qui ça a été la pandémie, hein, qui
qui ont eu le déclic de se dire, regardez, je vais me lancer, c'est le temps ou jamais, elles se sont remis en question, puis on dit, regarde, je me lance. Donc, pour vous, ça a été donc un moment charnière. Oui. Et en tout cas, c'est quand même, quand je le disais que c'était pas banal, parce que vous êtes rendu à plus de 10 livres, en tout cas, une quinzaine, je crois, d'ouvrages. Avec ceux qui vont paraître d'ici, dans les prochains mois, je vais être arrivé à 30 livres. 30 livres, OK, voyons, regarde. Oui. Excusez, j'ai sous-estimé votre impact et le parcours que vous avez. Quel est toujours ce désir d'écrire? Quel est ce coup d'envoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce que vous terminez un ouvrage, là, évidemment, on vous présente L'Enfer sans confession, on va l'aborder dans quelques instants, mais pour créer ce livre-là, quelle est l'étincelle pour vous? Comment ça naît? En tant qu'auteur, que ce soit en tant qu'auteur de chansons, de livres, de poésie, peu importe, c'est important pour moi de toucher les gens. De les faire réagir, qui vivent des émotions, qui passent du bon temps, évidemment, parce que quand on écrit un roman, que ce soit L'Enfer sans confession ou d'autres livres que j'ai écrits, c'est du divertissement, on s'entend. Mais je veux aussi les impacter, comme on dit. Les impliquer, peut-être, ouais? Oui, qui ressentent quelque chose, qui passent du bon temps, oui, mais que ça les fasse autant réfléchir que sourire, divertir, ouais, aussi. Avoir la chair de poule, même. Donc, Ben oui, justement. Puis je veux que tout d'abord, vous nous présentiez si vous en faites un peu l'histoire, le résumé de votre ouvrage L'Enfer sans confession. D'accord. C'est un peu difficile de faire un résumé parce que c'est quand même une brique de pas loin de 500 pages et il y a plusieurs personnages très importants. Il n'y a pas un personnage principal. Tous mes personnages, les 4 principaux, je dirais, ils sont tous importants. Donc, c'est une histoire, c'est un thriller d'abord, ouais, qui se situe au carrefour du polar et du fantastique. Mais c'est totalement ancré dans la réalité montréalaise. En fin de compte, l'action se déroule en 2014 dans le quartier Griffintown, donc avant qu'il connaisse toute la mutation immobilière qu'on lui a connue par après. Et puis, donc, c'est un jeune homme, Gabriel, qui vit de façon un petit peu renfermée sur lui-même. Il ne veut pas de problème. Il ne veut rien savoir des gens. Il n'est pas très sociable. Et sa vie, il l'aime comme ça. Sauf qu'un beau jour, il va découvrir un cadavre vraiment amoché dans son sous-sol. Et puis déjà, ça, c'est quelque chose qui a comme un impact assez fort. Ben quand même. Oui. Et puis, mais en même temps, il va faire la connaissance de sa nouvelle voisine, Ariel, qui est une femme avec une aura mystérieuse. Et c'est ça qui l'attire, même s'il n'est pas très sociable, qui n'est pas attiré vers les gens, il est attiré vers cette femme-là parce que ce qu'elle dégage... Il y a un charisme. Oui, il y a un charisme étrange chez elle, donc il est attiré par elle. Et puis, de fil en aiguille, c'est sûr, il va se mettre les pieds dans les plats. Il va se mettre là où il ne devrait pas être, autrement dit. Et rapidement, il va se trouver pris dans un engrenage qui fait intervenir d'autres personnages pas mal plus diaboliques et qui ont pas mal des intentions un peu moins bonnes. Et j'aime beaucoup ce que vous avez écrit, M. Desbois, sur, entre autres, l'endos du livre qu'on peut voir actuellement à l'écran. Lorsque vous dites, lorsque la vie bascule du jour au lendemain, il faut savoir garder son sang-froid et surtout ne jamais regarder le démon dans les yeux. J'ai trouvé quand même que c'était une belle façon de présenter le livre et de nous piquer cette curiosité à tourner les pages et autres aussi. C'est pas banal. Puis lorsque vous avez indiqué, puis on le constate, j'ai contemplé quand même un peu ce que vous aviez fait comme dans votre bibliographie qui est quand même assez volumineuse. Et justement, l'horreur, le paranormal, le côté fantastique, dans d'autres livres, même un peu plus pour la jeunesse. Vous avez souvent gravité autour de ces thématiques, quand même pas très loin. Pourquoi c'est important pour vous? Est-ce que c'est un univers, c'est un monde qui vous fascine, que vous aimeriez peut-être qui devienne réel dans certains cas? Ou... Effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'étais gamin et moi, les histoires paranormales me fascinaient. Je lisais des bouquins sur justement les apparitions, les fantômes, les esprits frappeurs. Alors, avez-vous déjà été témoin d'apparitions ou tu sais, peut-être? Ou... peut-être pas jusque-là, je n'irai pas jusque-là. J'ai des gens, des amis qui m'ont partagé des expériences de ce style-là.
On peut les croire, on peut ne pas les croire, libre à nous. Mais personnellement, c'est sûr, j'ai vécu des expériences un petit peu bizarroïdes, si je peux dire. Mais en parlant à droite et à gauche, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, ben oui, moi aussi. » J'ai vécu ça aussi. J'ai vécu ça, moi aussi, puis c'était assez étrange. Ou ma grand-mère, elle était capable de faire ci, comme ma conjointe, son père, apparemment, il avait un don d'arrêter de faire saigner les gens, juste comme ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient dans les campagnes, entre autres aussi québécoises, beaucoup de gens qui se disaient d'avoir des dons. OK, pense à telle personne et il va arrêter de saigner ou il va se remettre d'une maladie quelconque aussi. On croyait beaucoup à ça. En tout cas, ça fascine, ça c'est sûr, parce que quand les gens racontent des films ou des histoires, on est toujours très à l'écoute. C'est vraiment, je pense que c'est répandu. Évidemment, il nous reste peu de temps, M. Desbois, mais là, j'entendais, je lisais quelque part que vous aviez un projet d'ouvrage, parce que vous n'arrêtez pas, vous avez une trentaine de livres, vous l'avez dit. Vous êtes un comédien également, aussi de formation, auteur de chansons. Et est-ce qu'il y aura un projet d'écrire une fiction sur votre famille, entre autres votre grand-mère qui a vécu les deux guerres? Est-ce que c'est dans les cartons, ça? Oui, effectivement. Il n'y a encore rien de très, très, très précis, parce que comme je disais, je suis un peu le cul entre deux chaises. Là, je viens de compléter un projet, donc quel va être le prochain? Je n'ai pas encore décidé lequel, mais effectivement, ma grand-mère a une vie assez intéressante, assez riche en aventures, en rebondissements. Elle a connu les deux guerres. Son mari est parti à la guerre, lui aussi. Donc, elle était propriétaire d'un café dans un petit village de campagne dans le Loir-et-Cher, en France. Et puis, donc, elle a vécu les Allemands, les résistants qui venaient dans son café, et puis les gens se croisaient sans même savoir qui ils étaient. Elle a connu même les mitraillettes dans le dos parce qu'ils cherchaient du monde. Donc, elle a vraiment vécu quelque chose d'assez intense. Et je ne veux pas en faire une biographie, évidemment, mais... S'inspirer d'eux? Oui, inspiré d'eux, parce que j'aimerais ça lui rendre hommage. Parce que c'était une femme tellement humble, tellement effacée, mais qui a tellement fait pour sa communauté. Courageuse. Courageuse, oui. Et puis sans elle, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Ben, c'est clair. Et en tout cas, elle serait fière de vous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et allez lire ce livre que vous voyez à l'écran de Hervé Desbois, qui est passé nous voir en studio pour nous présenter L'Enfer sans confession. Merci beaucoup d'être passé. J'ai vraiment beaucoup aimé notre conversation. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Plaisir. Pour la première fois depuis 2019, donc en raison de la pandémie de la COVID-19, ça va se tenir. On est heureux de retour. Le Festival des bières, c'est du 15 au 17 juillet au Centre de la Nature. Il est le porte-parole depuis les tout débuts. On en est à la 6e édition. C'est le comédien, bien sûr, aussi, que vous connaissez bien. C'est Alexandre Goyette avec nous. Salut, Alexandre. Salut, ça va bien? Bien, ça va tellement bien. Très heureux de pouvoir dire qu'on est de retour avec plein d'exposants, avec des artistes comme Mon Oncle Serge, Mara Tremblay et le légendaire groupe qui va venir, Drinking in Laval, Brandvan 3000. C'est incroyable. C'est vraiment un beau catch là, du Festival des bières de Laval. Là. Je trouve que Brandvan, c'est mythique, c'est légendaire là, pour nous. C'est un band qui se promène partout à travers le monde. Puis là, c'est leur tournée, je pense, 25e anniversaire. Grosse tournée, ils se promènent partout en Amérique, ils ont vraiment beaucoup de dates, puis ils s'arrêtent à Laval, c'est vraiment incroyable. C'est une belle prise, effectivement. Puis là, toi, c'était encore le porte-parole cette année. Pourquoi c'est important pour toi, d'année en année, de reprendre ce rôle-là? Bien, tu sais, moi, j'aime les choses qui s'inscrivent dans la durée en partant. Puis, pour vrai, c'est un beau festival, puis c'est un festival auquel je participe. Fait que si j'avais pas d'intérêt, si j'avais pas de plaisir, je serais plus porte-parole, je l'aurais pas été. Mais je trouve ça vraiment le fun, c'est vraiment un bel événement. Moi, j'habite pas trop loin, je suis à Montréal, je sors du placard, je suis un Montréalais, mais je suis antique, là, j'ai comme mon laissez-passer pour Laval en tout temps. Puis j'ai juste un petit pont à traverser. Mais c'est vraiment le fun d'être là-bas. Le lieu, l'espace est merveilleux. Les gens sont beaux, l'ambiance est le fun. Puis il y a des aspects aussi qui me tiennent à cœur. Par exemple, même si c'est un festival de bière, ça reste un événement familial. Fait que c'est possible d'y aller avec ses enfants. Moi, j'ai des jeunes enfants. Je sais que tu en veux aussi, tu me l'as dit. Mais tu sais, fait que c'est le fun de pouvoir aller dans des endroits comme ça avec des enfants. Puis que c'est pas juste que tu les traînes,
il y a des choses... Des activités pour eux. Spécifiquement pour eux, entre autres le dimanche matin, où il y a même aussi des spectacles, puis il y a des jeux gonflables. Ouais. C'est vraiment trippant. Mais bien sûr, on les rassure, il n'y a pas de bière pour eux. Non, c'est vraiment pour les adultes. Adultes seulement, oui. Bien évidemment. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que même ceux qui peut-être, pour toutes sortes de raisons, ne prennent pas d'alcool, il y a quand même aussi de plus en plus de la place pour des produits sans alcool et il y en a de grande qualité, puis il y en aura aussi cette année à l'événement. Il y en a de plus en plus à chaque année. Là, c'est vraiment une niche qui est en train d'exploser. Tu vois, moi, il y a comme 3 ans, je me suis lancé un défi. J'ai fait 1 mois sans alcool. Puis après 1 mois, je trouvais ça facile. J'ai fait 6 mois sans alcool. Ah, même. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile parce que là, j'avais plein d'événements qui arrivaient, des parties, il y avait les Gémeaux, il y avait toutes sortes de choses. Puis souvent, il n'y avait pas d'alternative sans alcool. Il y a 3 ou 4 ans, là, on ne parle pas de... Il y a longtemps, tu sais. Mais ça, c'est fâchant. Puis ça, c'est difficile de faire. Hey, voyons, je suis dans un gros party, puis il n'y a pas moyen d'avoir d'autre chose qu'une eau pétillante, tu sais. Mais là, on a ça sur place, puis c'est vraiment... Bien évidemment que c'est pas la même chose, mais c'est des produits qui se rapprochent de plus en plus de ce qu'on est habitué de goûter, que ce soit des session IPA ou des IPA ou des blanches ou des noirs. Il y a vraiment des beaux produits, puis il y a des kombucha, puis il y a toutes sortes de choses. Puis on a aussi les fameux food trucks qui sont présents aussi au Festival des bières. Donc c'est possible de passer vraiment une belle fenêtre de temps sur place. Exact. Et tu as nommé des noms, des types de bières, des stouts, des IPA, des blanches, il y a des sour, bien sûr, les rousses, tout ça, mais on pourrait continuer. Toi, ton type de bière préféré et pourquoi? Dis-moi ça. Bien, j'aime beaucoup les IPA. Je dois avouer que je suis embarqué dans cette vague-là, fait que je suis un peu banal, à la limite, là. J'aime les choses qui sont assez costaudes, et en alcool et en goût, mais je le fais d'une façon différente qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que je suis vraiment plus... dans la dégustation. C'est ça. Il y a moins de nombre. La quantité, oui, c'est ça. On s'est calmé avec les années. Puis tu vois, l'été, parce que le festival a lieu en été, puis je pense même que c'était la dernière... Parce qu'à chaque année, il y a une bière spéciale qui est faite par les Insulaires pour le Festival des bières. Et la dernière, je pense que c'était une Kolsch. Et les Kolsch, c'est vraiment des bonnes bières d'été. Donc, c'est vraiment une blonde légère que tu bois super froide. Puis ça, en été, là, ça calme la soif. Ouais. Bien, il doit y avoir des bières, des fameuses bières de soif, comme on appelle aussi communément. Toi, d'ailleurs, c'est pas banal. Tu viens d'une famille de gens qui sont dans le domaine de la bière. Là, par exemple, tes parents, je pense, en tout cas, certains membres de ta famille qui ont travaillé pour des brasseries importantes. Fait que c'est comme si tu étais né là-dedans. Puis dis-moi, est-ce que tu en es même déjà devenu peut-être à faire toi-même ta propre bière? As-tu déjà eu cette passion-là, cette volonté-là? Non, je te dirais que j'ai pas la rigueur de faire ça chez moi. Je connais des gens qui le font bien même. Mais tu sais, je dirais que c'est plus je suis plus le genre à caresser un jour cette envie-là de peut-être démarrer un petit projet là, de brasserie. Mais tu sais, pas quelque chose d'envergure nationale. Mais, tu sais, je connais beaucoup de gens qui sont dans le domaine ou qui ont envie d'être dans le domaine ou qui sont de grands amateurs. Fait que c'est quelque chose qui serait envisageable là, à moyen terme, disons, là, de démarrer quelque chose. Mais en même temps, le marché, là, il y a tellement eu d'ébullition que c'est un peu saturé. Fait qu'il faut trouver une bonne niche, puis il faut arriver avec un produit de grande qualité. C'est le fun aussi pour les consommateurs, ça. Bien, c'est sûr, c'est nous qui en bénéficions, les amateurs de bière. Puis je veux prendre la minute qui nous reste parce que cette année, le festival a pris tu sais, c'était déjà un peu, mais là, c'est vraiment le cas, un virage vert. Ça, c'est important, vraiment. Donc, tout ce qui est en plastique, c'est-à-dire les bouteilles d'eau ou verre, ne seront pas présents au festival. Effectivement, puis je pense qu'on est rendu là, tout ce qui est, comme tu l'as dit, le plastique à usage unique sera banni du festival. Fait que c'est sûr que ça demande un effort de la part de tout le monde, mais il faut le faire. On est rendu là, puis tu sais, il faut penser à l'avenir, il faut penser à nos enfants, puis on se doit de faire attention. Exactement. Je suis très fier de Marilyn et de cette décision-là que le festival a prise. De son équipe. Le métro, d'ailleurs, sera à nouveau gratuit sur l'ensemble du réseau de la STL, sur présentation d'un billet du festival. Alors, justement, on n'a aucune raison de revenir avec les facultés affaiblies. Ça, c'est hors de question. On a des policiers sur place aussi. Si les gens ont des questions, ont besoin d'aide. Donc, faut vraiment pas se gêner pour demander
des ressources. Avec grand plaisir. Bien, Alexandre Goyette, merci beaucoup. Puis on se fait, regarde, j'aurais aimé ça, se faire un cheers ou un bruit de décapsulation de canette. Es-tu capable de me faire ça? Un bruitage de... Oh! Parfait, ça! Écoute... En plus d'être comédien, tu joues bien la comédie pour faire du bruitage. Tu pourrais être, dans le domaine du cinéma, tu pourrais être recyclé aussi. Wow! Un avenir nouveau qui s'ouvre devant moi. Hey, merci beaucoup. Ça a été très agréable. Merci à toi. Grand plaisir. Elle est ambassadrice pour Nikon Canada, évidemment, aussi photojournaliste. Je suis très content avec cette dernière de la saison de l'accueillir dans nos studios. Elle est de retour de la France. T'es pas de jet lag, c'est correct, ça va, ma chère? Non, ça va quand même. Ça va? Ouais. Sarah Maud, merci d'être là. C'est à toi de me recevoir. Ben, ça fait grand plaisir. Toujours un plaisir. Ben, énormément pour moi aussi. Réciproque. OK, ça finit l'amour. Oui, on y va dans le vif du sujet. Ben, oui. On y va. Hey, non, mais tu veux nous parler de la différence entre la photo et le photomontage? Oui, absolument. Je me suis posé la question parce que je regarde beaucoup les réseaux sociaux comme bien du monde et souvent, je suis impressionnée de voir des paysages, par exemple, qui sont très beaux. Des fois, moi, en tant que photographe, je me dis, mais comment il a fait? À quelle heure il s'est levé? Comment il a eu ça comme image? Et puis, ou alors des portraits qui sont magnifiques, que tout est parfait. Puis, je le sais maintenant quand c'est un photomontage. Et maintenant, des fois, c'est pas très clair. Parce que des fois, c'est pas comme avoir une application Instagram où là, ça paraît de façon très claire que la photo a été trafiquée. Là. Oui, mais en même temps, tu vois, il faut faire la différence entre un photomontage et une photographie. Puis c'est un peu ça dont je veux te parler aujourd'hui, c'est que le photomontage, on s'entend que c'est plusieurs images qui sont dans une image. Donc, tu sais, quelqu'un va rajouter un ciel, quelqu'un va mettre des rayons de soleil qui n'ont jamais existé, ils vont changer à peu près tout ce qu'il peut y avoir dans l'image. Et c'est pas toujours évident. On parle pas des images évidentes où tu as un citron, par exemple, puis quand tu regardes l'intérieur, c'est un kiwi dedans. Ouais. Mais je veux dire des images où des fois, tu sais plus si c'est des photomontages ou si c'est une vraie réalité. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il faudrait peut-être le spécifier? Ouais. Parce que j'ai fait une corrélation avec, si tu veux, à l'époque où on faisait beaucoup de retouches de magazines et tout ça, où ce n'était pas indiqué. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu très commun maintenant que les femmes se font retoucher à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il y a une influence? Puis est-ce que, aussi pour un photographe, par exemple, dans votre domaine, là, je vais peut-être un petit peu m'éloigner, mais en même temps, dans votre domaine, ceux qui font ça et ceux qui ne le font pas, il n'y a pas un côté éthique aussi à travers ça qui peut se poser comme question également? Bien, c'est pour ça que je me pose la question s'il faudrait le spécifier. Ouais, parce qu'en fait, il y a un côté éthique, mais on ne se posait pas la question il y a déjà 20 ans, quand on commençait à retoucher les images des femmes et tout ça. On ne se posait pas la question. Mais la photo était peut-être moins accessible aussi à cette époque-là, dans le sens que tout le monde maintenant peut s'acheter un bon appareil ou peut, même avec son téléphone intelligent. Non, en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est que moi, par exemple, quand je ne retouche pas mes images, c'est ce qui arrive souvent, je le marque sans retouche, parce que c'est rendu rare maintenant qu'une image ne soit pas retouchée. Et moi, je pense que oui, c'est la question que je me pose, pour ça que je l'amène, c'est est-ce qu'on devrait le spécifier? Parce que ça m'a fait réaliser, est-ce qu'on n'en vient pas à ne plus apprécier notre réalité? Quand on regarde le paysage dehors, on dit « Ah, mais je l'ai vu plus beau en photo ». Mais des fois, c'est tellement refait et remodifié que ça n'existe même pas. Donc, est-ce que ça amène une distanciation entre la réalité et un perfectionnisme idéalisé de la réalité? Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça qu'il faudrait le spécifier, je pense. OK. Puis comment pour le commun des mortels qui nous écoute actuellement, le dépister que c'est une photo... parce que tu le disais tantôt, des fois, c'est très minime, c'est subtil. On ne peut pas nécessairement le détecter à l'œil nu. Donc, comment on peut départager le vrai du faux, je vais le dire comme ça? Bien, justement, moi-même, souvent, je me fais avoir. Ah ouais, tu te fais avoir toi aussi? Oui, là. mais on parle pas de portraits où on voit que ça a été retouché, les yeux sont éclairés. À un moment donné, l'œil le sait. Ouais. Mais on parle plutôt du fait que des paysages, des choses comme ça, où on ne sait pas du tout que ça a été retouché, ça peut amener à un moment donné de faire « mais pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça? » ou « pourquoi est-ce que je trouve jamais des paysages aussi beaux? » Puis en venir à un peu, je pense, perdre un peu la notion de beauté, d'émerveillement dans notre réalité. Et je posais la question par rapport aux femmes retouchées parce que maintenant, c'est devenu commun. Maintenant, de plus en plus, on voit même pas qu'une femme a été retouchée. Donc, pour moi, je parlais de ça à une amie, je dis c'est fou, c'est comme le Photoshop qui est rendu dans la réalité. T'sais? Donc, je me pose la question aussi, où est-ce que ça va nous amener si on n'est pas capable de faire la différence et où est-ce qu'on va finir par être insatisfait de notre réalité à un point tel qu'on va vouloir amener
toute notre réalité dans un autre monde. Puis ça ramène une des questions qu'on a déjà abordées ensemble dans une chronique antérieure dans cette saison, c'est à savoir l'estime de soi aussi. Tout est pensé vers ça aussi. Si on change chaque partie du corps, par exemple, qu'on n'aime pas, notre nez, peu importe, notre bras même. Bien, moi, ce que je vois, c'est que la dichotomie maintenant se fait entre, par exemple, les gens qui sont angoissés maintenant de rencontrer des gens pour la première fois, alors que tout le monde pense les voir comme ils sont en photo, mais non, il y a une angoisse qui s'est créée, puis il y a une angoisse qui se crée dans la réalité. Donc, c'est ça, moi, que je trouve intéressant de se poser comme question, c'est de se dire, est-ce qu'on va vers... on va vouloir changer notre réalité au point tel qu'on ne l'acceptera plus comme il est. Et si je te pose la question, dans quel intérêt faire du photomontage dans ce cas? Est-ce que c'est à des fins publicitaires, des fins... je soulève la question, mais... Bien, je pense que oui. Je pense qu'on cherche toujours à émerveiller plus. À mon avis, c'est de l'émerveillement qu'on cherche. On cherche à impressionner, je pense, dans cette société-ci, à être toujours au mieux de tout, à être le meilleur dans tout. Donc, je te parle pas des photomontages artistiques où vraiment c'est clair. Je te parle de tricher la réalité. Donc, c'est vraiment de dire, c'est comme si... Tu sais, ça a commencé avec des filtres. Tu sais, je dis pas que moi non plus, des fois, j'ajoute pas un peu de couleur, mais je veux dire, ça reste quand même que les vrais gros photomontages avec des cieux parfaits qui étaient complètement pris ailleurs dans un autre temps, oui, on en vient à dire... est-ce que c'est éthique ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Je sais pas. Mais est-ce que ça peut faire pour la publicité? Oui, par exemple. Oui. Parce que ça peut servir une campagne publicitaire. Mais la publicité, ça sert à vendre du rêve. Oui, ça sert à aller... Donc, ça sert ce principe-là. Oui, le problème, c'est que là, on l'a dans une réalité complète qui n'est pas nécessairement pour vendre du rêve, donc pas pour vendre quelque chose en particulier, mais on s'habitue. L'œil s'habitue, l'humain s'habitue à voir quelque chose de toujours trop beau. Puis toi, justement, tu es photographe professionnel. Tu fais... Ben oui, je pense, une fois de temps en temps, on le voit les photos qui passent depuis le début de la chronique à l'écran, mais c'est sûr que toi, parfois, quand tu te fais engager à des fins corporatives, pour que ce soit des gens ou des produits aussi, là, on peut le voir, là, je comprends, puis il faut tous gagner sa vie. Mais toi, est-ce que tu te poses la question des fois en disant, en tant que photographe professionnel, je veux pas m'associer à ça, ou je me dis, OK, je vais le faire, mais côté éthique, je suis pas certain. Est-ce qu'il y a une espèce de dualité en toi? Ou, Bien, déjà, généralement, là, après 12 ans de métier, je te dirais que j'ai un petit peu plus de choix dans mes contrats aussi. Donc, souvent, ce que je dis, c'est par exemple des mariages ou des choses comme ça. Moi, c'est très clair. Je leur dis tout de suite, regarde, moi, s'il y a un pli sur ta robe ou que tu veux que je te change tous les cieux de tes photos parce qu'il faisait gris puis tu voulais qu'il fasse beau, ça n'arrivera pas. Prends un autre photographe. Moi, je suis photoreportage. Je shoot les émotions. Je me concentre là-dessus. T'aimes pas ta ride, ben, c'est ton problème. T'sais, à un moment donné, moi, c'est les émotions. Puis les rides, une face sans ride, il n'y a plus d'émotion de la même manière. T'sais. C'est un être humain Donc, aussi. Pour moi, c'est pas que j'ai pas une question d'éthique. Je veux dire, s'il y a un truc qui m'intéresse vraiment, oui, je vais le faire. Mais il va falloir maintenant qu'on commence à respecter plus mon style. Puis ça, je vais en parler dans une conférence que je vais donner bientôt. C'est qu'à un moment donné, à force de vouloir plaire à tout le monde, tu deviens beige. Et donc, ton style à toi en tant que photographe, il se développe pas. Et ça fait en sorte que ta griffe, elle se développe pas. Et donc, c'est pas une question d'éthique, c'est une question d'affirmer, d'affirmation, tu sais. C'est ça, et peut-être de créativité, de rendu Par contre, si c'est entendu qu'on va complètement dans la créativité, la folie, puis tout ça, oui, là, ça me dérange pas, parce que c'est une créativité, tu sais. Exact. Bien, en tout cas, c'est bien intéressant ce que tu nous as jasé, Sarah Maud. Je te dis à bientôt, parce que j'espère te revoir la saison prochaine. Écoute, l'avenir le dira. Bien, j'ose... J'aimerais ça, moi aussi. Bien, j'aimerais ça. En tout cas, tu es invité. Okay. Ça, c'est même enregistré. Et je te dis merci, un bel été à toi. Bien, merci à toi aussi, Alex. C'est notre dernière de l'année. Il est venu en studio. Très heureux de le retrouver. C'est Nicolas Vincent Poirier qui va nous exposer les sorties de l'été. Salut, mon cher. Salut, Alex. Hey, elles sont nombreuses, ces grandes sorties. J'ai comme l'impression que les 2 dernières années, justement, où on avait presque pas eu de sortie de films à grand déploiement. Là, tout est comme condensé en l'espace de quelques semaines. As-tu cette impression aussi cette année? Oui, j'ai cette impression-là aussi parce que, bon, comme tu l'as dit, là, 2 années de pandémie, mais en même temps, les cinémas font attention aussi parce que il y a quand même un petit peu plus de films normalement, un petit peu plus de blockbusters pendant l'été que maintenant. Mais quand même, tu sais, il y en a quand même beaucoup. Il y a le 17 juin le film Lightyear. Que j'ai hâte. Pour tous les amateurs de Toy Story. Et c'est pas un film sur Buzz Lightyear, le jouet, mais plutôt le personnage qui va... d'où ils vont faire le jouet. Et la voix est interprétée par Chris Evans.
Quand même, qui fait un... Captain America. Captain America. Captain America. Et ce qui est drôle, c'est que Chris Evans, eh bien, il a la même date de fête que Tim Allen, celui qui fait la voix de Buzz Lightyear dans les Toy Story. Ah, quand même, pas banal comme chose. Puis, donc, c'est ce premier, peut-être, film familial, parce qu'il y en aura d'autres cet été aussi qu'on doit s'attendre. C'est le 17 juin. Parce qu'on va y aller dans l'ordre aussi chronologique, là, pour aussi guider les gens à travers cette chronique-là. Et donc, le 24 juin, et ça, je suis si heureux, j'ai si hâte. Elvis, et à l'instar de films qui ont été faits, entre autres, sur Rocketman avec Elton John ou sur l'univers de, évidemment, Freddie Mercury avec Queen, Bohemian Rhapsody, il y a quelques années, on est dans une effervescence, dans une période où les films musicaux, biographiques, c'est très fort auprès de l'auditoire, auprès des téléspectateurs cinéphiles, ni plus ni moins. Là. Oui, tout à fait. Et en plus, celui-ci est réalisé par Baz Luhrmann, qui a réalisé Moulin Rouge, entre autres. Donc, je suis sûr que ça va être spectaculaire. Tom Hanks qui interprète le colonel Parker, c'est ça. Et qui n'en était pas un, hein, soit dit en passant. Et ce n'était pas un vrai colonel. C'est un titre qui s'est inventé, ni plus ni moins. Je te laisse continuer sur le film parce que je voudrais ajouter quelque chose sur le colonel Parker, justement, peut-être un petit peu plus loin. Là. Bien, justement, Tom Hanks, le film a été tourné en Australie en 2020. Et je ne sais pas si tu te rappelles, au début de la COVID, on a entendu parler Tom Hanks a la COVID et on avait peur. Eh bien, c'était durant le tournage de ce film-ci en Australie qu'il a attrapé la COVID. Et bon, il s'en est bien tiré. Tout est beau. Et pour le rôle de Elvis Presley, Austin Butler. Et je te dirais qu'il y a tellement de gens qui ont auditionné pour le rôle d'Elvis. Miles Taylor, Aaron Taylor-Johnson, Harry Styles. Ah oui? Harry Styles, je l'aurais très bien vu faire le job, par exemple. Là. Je l'avais aimé dans Dunkerque, fameux film. Il était excellent. De Nolan. Oui, vraiment. Mais pour en tout cas, parce que j'ai hâte de voir comment Tom Hanks a incarné le colonel Parker, qui, pendant toute la carrière d'Elvis Presley, l'a tenu à l'écart des gens, à l'écart de toute la faune. Et pourquoi Elvis Presley n'a jamais donné de concert à l'extérieur de l'Amérique du Nord, n'a donné que 2 ou 3 concerts au Canada, mais c'est tout au plus. Sinon, c'était toujours à l'intérieur des États-Unis, parce que le colonel Parker a immigré illégalement aux États-Unis, donc il ne pouvait pas sortir du pays. S'il sortait puis il rentrait, il y avait une chance de ne pas être... de ne pas pouvoir rentrer à nouveau. Alors, c'était une des raisons pourquoi Elvis Presley n'a jamais sorti. Puis il ne voulait pas, évidemment, perdre sa vache à lait, qui était de faire de l'argent, qui était Elvis Presley. Mais ça, vous le verrez dans le film, apparemment, que les critiques... parce que c'était présenté à Cannes. Oui. Puis apparemment que les critiques ont été dithyrambiques à l'égard, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, de Elvis. J'ai bien hâte de voir. Désolé, je t'ai volé un peu de temps de ta chronique. Parce que... Moi, j'ai hâte de le voir. De la manière que tu en parles, c'est pas un film que... C'est pas mon genre de film. Baz Luhrmann, c'est un très bon réalisateur. C'est pas vraiment mon style. Mais de la manière que tu en parles, oui, ça me donne vraiment le goût de regarder ce film-là. Ah, j'ai vraiment hâte. C'est pour ça que j'en parle. Désolé, je suis un peu... je vais refou un peu à chaque fois qu'on parle de cinéma ensemble. Mais là, je te laisse continuer parce qu'il y a le film Le téléphone noir là, qui s'en vient. Là. Le téléphone noir, un film d'horreur adapté d'une nouvelle avec Ethan Hawke. C'est du même réalisateur que le premier Doctor Strange en 2016. Les films d'horreur l'été, ça a quand même une bonne place parce qu'à travers tous ces gros blockbusters-là qui ont coûté des centaines de millions à faire, un film d'horreur à 8-10 millions de budget, c'est très facile à récupérer et pas beaucoup de compétition. Et moi, le film que j'ai le plus hâte de voir cet été, c'est le 8 juillet, c'est Thor, Love and Thunder. Ah, je pensais que j'allais me parler des Mignons. Non. Non. Les Mignons 2, le 1er juillet, non? Non, absolument pas. Okay. C'est pas vraiment mon genre. Écoute, Thor, ce qui est particulier avec Thor, c'est que c'est un des personnages, disons, qui étaient les moins connus quand l'univers de Marvel a commencé au cinéma et les moins appréciés aussi. Thor, le premier, autant que le deuxième, c'était pas très, très bon. Et tout à coup, qu'est-ce qui est arrivé? Taika Waititi qui a refait une autre image de Thor avec Ragnarok. C'est lui qui a écrit et qui a réalisé le film. Et là, tout à coup, c'est un des personnages les plus populaires. Et d'ailleurs, c'est le seul film de Marvel jusqu'à présent où il y a un 4e volet. C'est le seul super-héros qui a 4 films à lui, Thor. Et dans ce film-ci, le méchant, c'est Christian Bale. Et ce qui est particulier, c'est que Christian Bale, il a dit qu'il ne voulait plus du tout faire de films de super-héros.
Absolument Et plus. le retour. Avec Batman, là, ça l'a... il voulait plus du tout. Et c'est pas une question d'argent, parce que Christian Bale vaut quand même à peu près 150 millions de dollars. C'est à cause du scénario de Taika Waititi. Donc, j'ai bien hâte... Moi, c'est le film que j'ai le plus hâte de voir, parce que pour faire ramener Christian Bale à un film de super-héros comme ça, puis déjà que Ragnarok... Et de le voir dans le rôle de vilain aussi. C'est ça, oui. Ça aussi, c'est intéressant. On le verra plus comme le super-héros qui est torturé. C'est toute autre facette qu'il va exploiter. C'est quand même intéressant pour un acteur, j'imagine. Nathalie Portman aussi. Nathalie Portman qui revient dans la franchise pour qu'elle aussi décide de revenir à la franchise. Le scénario doit être quelque chose. J'ai hâte, très, très hâte aussi. Donc, c'est le 8 juillet. Et il nous reste 1 minute. Je veux juste quand même dire qu'il y a des films québécois d'intérêt. Confession avec Luc Picard qui va parler du tueur à gages Gérald Galland qui a œuvré, c'est une histoire vraie, qui a tué plus d'une vingtaine de personnes quand même. Mariana Mazza, la Lavalloise d'origine, qui va être au cinéma le 6 juillet également. Je l'oubliais, la ligne de fuite, alors c'est important de le dire. Mais peut-être en terminant, nous soumettre un dernier film. Pour toi, est-ce que c'est le film de Jordan Peele qui va retenir ton attention? Non? Oh oui, oui. Ouais. J'ai très hâte de voir ce film-là. Écoute, c'est le 3e film de Jordan Peele qui a été connu dans la comédie au départ, Jordan Peele, dans le duo Key and Peele. Et là, ce 3e film-là, jusqu'au moment où on fait cette chronique-ci, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que c'est un phénomène paranormal qui est observé par des gens et des choses vont arriver. C'est très flou ce que je suis en train de dire, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait du film. Mais si je me fie aux autres films de Jordan Peele, que ce soit Us ou Get Out, je suis sûr que ça va être excellent. Je te souhaite un bon cinéma. Merci, et toi aussi, Alex. Merci. Bon à été. l'automne. À cet automne, à bientôt. Notre experte fitness, et puis bien sûr, vous pouvez consulter en tout temps sur le tvrl.ca, 2 temps 3 mouvements. Sur nos ondes aussi, à notre antenne, je suis très contente de l'accueillir pour cette dernière chronique de la saison. C'est Isabelle Dominique-Cros. Salut! Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien, dans un très beau lieu pour bouger, courir, s'amuser, ça c'est sûr, dans un parc actuellement. Et c'est assez thématique parce que, évidemment, on voit le gazon vert à l'extérieur. On voit qu'évidemment, l'été est à nos portes de façon plus concrète au cours des prochaines semaines avec les vacances aussi. Puis dans des temps où il fera très chaud, tu voulais nous quand même donner des suggestions, des aussi outils pour continuer à s'entraîner durant la période estivale. Oui, parce que je veux rappeler à tout le monde que les températures, des fois, ça joue avec nous, des fois, ça joue contre nous. Aujourd'hui, je fais une chronique, il pleut un peu à l'extérieur, ça ne nous empêche pas de profiter, ça ne m'empêche pas de profiter de l'extérieur. Et c'est la même chose, je pense, l'été, quand on veut bouger à l'extérieur, mais il faut se préparer et il faut prendre un petit peu ses précautions également parce que l'idée, c'est pas d'avoir un coup de chaleur, puis l'idée, c'est pas de rendre l'entraînement désagréable, parce que c'est pas ça qu'on veut faire comme connexion, mais c'est de penser à comment on peut passer plus de temps à l'extérieur, comment on peut joindre l'utile à l'agréable, comme je mentionne souvent. Alors, c'est de ça que j'avais envie de parler avec toi pour cette dernière chronique qu'on fait ensemble. C'est ça, puis là, je vois, comme souvent, tu nous as mentionné assez régulièrement aussi dans nos chroniques, de s'habiller selon les circonstances de la météo. Puis là, tu as un manteau aujourd'hui, justement, en parlant de temps gris, il faut y aller aussi, tout dépendant de la météo, de façon logique aussi avec l'habillement. Oui, c'est ça. Puis il faut, si par exemple, sur le midi, j'avais envie de courir aujourd'hui et qu'il y a de la pluie, il faut être un peu équipé et prévoir aussi peut-être qu'après l'entraînement, je vais avoir besoin d'une paire de souliers différentes parce que là, je vais être un peu trempée. Mais ça se prévoit. C'est pas si compliqué à faire, parce que des fois, c'est ces petites excuses-là qui nous donnent l'occasion de se dire, demain, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain, mais nos étés sont imprévisibles, on le sait. Alors, s'il y a quelques jours de canicule, on ne peut pas toujours reporter. On peut s'entraîner à l'arc libre. Il n'y a pas de problème, moi j'adore ça. Gym, mais en même temps, nos étés sont tellement précieux, puis c'est l'occasion de juste trouver des petits éléments qui vont faire qu'on va y aller, que ça va être plaisant quand même. Puis après, on est tellement content, c'est comme, il y a une chance que je n'ai pas débooké, reporté, parce que je me sens bien. Et c'est ce que je veux rappeler aussi à nos téléspectateurs. Puis moi, je ne sais pas si c'est un mythe, je pense pas, parce que moi, je vois vraiment la différence. Mais parce que, comme on le sait, je cours beaucoup à l'extérieur, mais quand on a des vêtements, par exemple, de couleur claire, donc ça fait une différence, là, foncé versus clair, sur le fait que le soleil peut réfléchir sur nos vêtements, sur nous là, aussi. Là, pas juste la pigmentation de la peau, mais il y a le linge aussi. Là.
Oui, il y a les vêtements, effectivement. Si on est habillé en noir, le soleil tape plus fort. Il y a les tissus aussi qu'on peut choisir. Il y a des tissus qui respirent mieux. Tu sais, on s'en est parlé juste avant. On peut mouiller un peu les vêtements. Moi, je fais ça des fois aussi si je suis au parc avec mon petit prince et que là, j'ai donc bien chaud. Des fois, juste de se mouiller comme un petit peu les bras ou le T-shirt ou juste en arrière. Tu sais, c'est des petits trucs, ça a l'air tellement de rien. Ou des fois, puis ça, je ne sais pas si je peux le recommander, mais moi, j'aime bien boire de l'eau froide. Il y a des gens qui préfèrent, tu sais, boire de l'eau température pièce. Peu importe, c'est pas grave, mais si tu sais que tu t'en vas un petit peu plus longtemps ou que tu vas t'entraîner à l'extérieur et que tu as la possibilité d'amener une bouteille avec des glaçons, ou, tu sais, à un moment donné, tu es comme, OK, là, j'ai besoin, tu sais, juste de prendre soin de moi quelques instants pour pouvoir mieux me recrinquer. Toi, c'est quoi tes trucs? Bien, en fait, je vais te donner ma réponse après, mais est-ce que, parce que je prends la balle au bon tout de suite, mais est-ce que de trop boire aussi, de trop être hydraté, c'est pas mieux non plus? C'est pas bon non plus, si je ne m'abuse. Bien, c'est que des fois, c'est lourd. Des fois, c'est qu'on a envie d'aller à la salle de bain au moment où on est en entraînement. Alors, dépendamment de si on est effectivement à l'extérieur, est-ce qu'il y a une salle de bain à proximité? Il faut prévoir un peu ça si on est des avares, des consommateurs de caféine. Tu sais, si je prends un café et tout de suite après, je pars pour une course assez longue. Et encore une fois, c'est pas de dire qu'il faut partir longtemps. Je sais que toi, tu pars longtemps lorsque tu pars en courant. Alors, s'hydrater un petit peu avant, on s'hydrate de façon, on va dire, régulière pendant la séance, mais juste comme pas exagérer, pas d'excès. Exactement. Bien, c'est ça, après, mais aussi ce que j'ai remarqué, parce que j'avais, tu sais, bon, à un moment donné, c'est des essais-erreurs aussi qu'on fait. Oui, effectivement. Puis moi, puis on est tous différents. Aussi, effectivement, on a tous une endurance qui est différente, mais ce que j'aime faire, c'est pas seulement pendant, mais s'hydrater puis après, mais aussi un peu avant, 1h30, 90 minutes, 2 heures avant, je bois mon litre d'eau. Question d'être déjà bien hydraté lorsque, une heure et demie après, je vais aller courir. Donc, j'aime ça aussi, un peu de temps en amont, prendre quand même un 750 millilitres, un litre d'eau, parce que je vais tellement perdre d'eau, justement, avec la sueur, tout ça, avec la période de chaleur, par exemple. Donc, j'aime aussi prévoir beaucoup en amont. Puis j'ai vu la différence sur mes performances, sur mes temps, mais aussi sur le sentiment de bien-être aussi par après, suite après avoir fait de l'activité physique, qui m'habite, qui m'anime à la suite de ça. Effectivement, c'est des bons réflexes à faire. Puis on est tous différents. Puis essai-erreur, c'est la meilleure façon de savoir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Puis après ça, bien, il y a les précieux conseils des gens qui ont la chance de nous entraîner parce qu'on crée cette connexion-là. C'est des gens qui connaissent nos forces, nos faiblesses, ce qu'on a besoin. Et c'est des gens qui travaillent avec nous. Alors, quand si tu as un coach qui court avec toi ou que tu vois sporadiquement pour tes entraînements, bien, tu lui racontes un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il va te donner une autre piste de solution. Ça marche pas, on réessaye autre chose. Fait que c'est parfait comme ça parce qu'il n'y en a pas de formule gagnante qui marche pour tout le monde. Mais en s'écoutant, en étant attentif, une journée où je suis plus fatiguée, une journée où je vais me sentir moins d'énergie et que j'ai très, très chaud, peut-être que je devrais prévoir un plan B que d'aller courir sous la chaleur alors que mon corps me dit autre chose. Mais des fois, il faut que je m'écoute aussi en me disant, bien, je sais que ça va me faire du bien, je peux raccourcir un peu mon workout, on s'en est souvent parlé également. Il y a tellement des solutions, il y en a partout, puis il faut juste pas être, on va dire, paresseux. Exactement, exact. Puis on peut être dans des endroits verts, comme tu sais présentement, on regarde la forêt, les endroits ombragés aussi. Je pense que c'est toujours une bonne chose qui est assez logique pour aussi s'entraîner. Tout le temps qu'on avait, mais je sais que tu courais avant qu'on commence la chronique. Fait que je te laisse repartir comme ça, en gambadant pour la fin de la chronique. Je te souhaite un bel été. Un bel été à toi. Bye-bye. Bye-bye. Salut. Voilà, c'est presque terminé pour cette saison. Le temps de vous dire un énorme merci d'avoir été là de façon hebdomadaire, d'avoir acheminé vos différentes suggestions, vos commentaires. Et c'est toujours possible de le faire durant la saison estivale pour préparer la prochaine saison automnale sur le tvrl.ca, notre page Facebook aussi, autre courroie de transmission très simple. Je veux vous remercier, c'est certain, mais aussi ceux qui travaillent de façon active à cette émission, soit Manon à la recherche, Alain à la réalisation, Daniel et Daniel qui sont à la caméra et bien sûr aussi Jacques, Précieux Jacques, qui est également à la caméra. Je vous incite aussi à tout l'été à continuer de jouer ensemble à tous les dimanches 9h30 à notre bingo, le Bingo TV Laval. 3 500 $ à gagner cette semaine, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Je vous souhaite un très bel été, soyez prudents et on se retrouve cet automne. Salut!